Et bien, un bon reconfinement avec Maxime Dalibon, a.k.a. Yoshi. Comment tu Fais vas? ma gueule. Combien Ça tu va et vas? toi? Hein? Combien tu vas, je dirais même. Combien je vais? Je vais à 9. Oh, c'est Comme beau. d'hab. Parce que en vrai, ouais, comme j'ai toujours dit, comme j'avais dit lors du deuxième reconfinement, je, j'avais un peu craqué en mettant 10 la première fois. En vrai, voilà, ce sera toujours 9. 9, c'est le maximum que je peux mettre parce que 10, ce sera vraiment quand j'aurai atteint un niveau de vie excellent Tada. Mais là, tout va très bien. Je ne suis plus malade, donc je suis très content. Je tourne demain, donc je suis très content. Et donc tout va pour le mieux. Voilà, donc 9. Mais 9, c'est déjà très bien. 9, c'est excellent. C'est une très bonne note, effectivement. Yes. Et toi? Eh ben, écoute, même longueur d'onde, tout va très bien. Yes. Donc, on part sur un 9. Yes. Bah, Trop écoute, cool. on va commencer tout de suite. Eh ben, let's go. Ne Est-ce que tu auras un tergiversons. film? Oui, vas-y, parce que j'ai bégayé de ouf. J'allais dire ne tergiversons pas et j'ai pas du tout réussi. Ne Film, bégayons pas. bien sûr. Exactement. Est-ce que tu aurais Film, un j'en ai film? parlé la semaine dernière. De quoi? Est-ce que tu as vu un film déjà cette semaine? C'est la grande question. Je ne pense Non. pas. Ouais. Non, j'ai pas eu le temps. Mais j'en ai parlé la semaine dernière et j'ai du coup voulu en parler. J'ai évoqué ce film la semaine dernière et du coup j'ai voulu en parler. Voilà. Oh, bra, bra, bra. Le meilleur film d'action jamais fait. On est d'accord, on est tellement d'accord. Yes. Voilà, je voulais juste. C'est vrai que je regarde, comme j'ai dit, je regarde très peu de films et c'est vrai que là j'ai pas eu le temps. Je voulais regarder un film. Pour être tout à fait franc, je voulais regarder un film, mais j'ai pas du tout eu le temps. Voilà, et du coup, j'ai décidé de parler de ce film parce que oui, ben clairement, tu l'as dit, c'est le meilleur film d'action jamais fait. Il est incroyable. Euh, il est Il oufissime. a très bien Ah, vieilli. franchement, de quoi? Il a très bien vieilli. Je l'ai revu sur France 2 il y a quelques jours. C'est impressionnant. Exactement. Il a tellement. Autant le un il est très bien le un mais il Ouais, a pas bien vieilli. pas Le trop, c'est vrai. 1, il fait vieillot. Mm. Voilà, il fait vraiment vieillot. Mais le 2 a tellement bien vieilli dans les effets spéciaux, dans la réalisation. Il est intemporel, ce film. Ouais. Il est intemporel. Je le mets, alors après, on dit le meilleur film d'action jamais fait. Je le mets quand même. Il y a un seul film que je mets au même niveau, c'est Mad Max Fury Road. Parce que Mad Max. Après, c'est pas pareil, bien sûr. Mais Mad Max Fury Road, c'est incroyable. Mais effectivement, comme tu dis, ça a tellement bien vieilli. Schwarzenegger est trop fort dans ce rôle. Robert Patrick, il me semble que c'est Robert Patrick qui joue le méchant. Je le trouve incroyable au niveau Ouais. du charisme, tout ça. Excellent. Mm. Voilà, et tout, en fait, tout est bien, tout est bien. L'histoire est Linda bien. Hamilton, c'est ça? De quoi? Linda Hamilton, le nom de l'actrice principale, je Oui, crois. c'est Excellent. ça. Il me semble que c'est ouais, Linda Hamilton, Edward Furlong, je pense que c'est celui qui joue le petit, et Robert Patrick. Donc, film de Ouais. James Cameron, bien sûr. Scénario de James Cameron et William Wisher. Mm. Euh, Enfin, vraiment, trop. Il est trop bien ce film. Mais ouais, scénario trop cool. C'est pas un film d'action où ça tire dans tous les sens et où le scénario est complètement merdique. Le scénario est vraiment cool. Il y a des scènes épiques. Quand, euh, quand le Terminator arrive dans l'hôpital psychiatrique et qu'il y a Sarah Connor qui le voit, il y a toute cette réaction là où elle est choquée et où elle essaye de se barrer qui est juste épique pour moi. Et enfin, tout est trop bien dans ce film. Matez ce film 10 000 fois. Il est trop bien. Mm. Totalement Ouais. d'accord. Yes. Et toi? Alors moi, ça va être 30 ans plus récent. Ça va être Judas and the Black Messiah. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un film donc, qui vient de sortir et qui vient de rafler deux Oscars. Oscar de la Oh, musique originale et Oscar du meilleur acteur pour un second rôle pour Daniel Kaluuya, l'acteur de Get Out, bien sûr. qui est excellent dans ce film encore. Alors pour resituer un petit peu, donc c'est un film d'un réalisateur qui s'appelle Shaka King. Et alors l'histoire en quelques mots, c'est un voleur de voiture qui se retrouve coincé par le FBI un soir et qui devient leur informateur en infiltrant les Black Panthers et en essayant de soutirer des informations du chef des Black Panthers qui est joué par Daniel Kaluuya. Ok.
Et le personnage principal est joué par Lakeith Stanfield, qui était un autre acteur de Get Out, et qui là est une révélation aussi hein, dans ce film-là. Il est vraiment excellent. Il jouait qui dans Get Out? Il jouait un des servants, tu sais, à domicile. Ok. Voilà, Je vois lequel. Celui qui court un moment dans la scène, il court vers. exact. Ok. Ouais, Lequel? la scène culte. Oui, bien sûr. Donc, excellent film, très politique et politisé, et puis évidemment dans l'air du temps, qui parle de l'investissement et des sacrifices, de comment la parano et la haine peuvent enfler dans un groupe, surtout dans des groupes un peu extrêmes, parce qu'évidemment, dans les Black Panthers, il n'y a pas eu que du bon, il y a eu des dérives violentes, il y a eu des excès, etc. Et Ouais. aussi du côté du FBI, évidemment, avec des manœuvres vraiment inhumaines pour pouvoir soutirer des informations et Mm. des guerres psychologiques qui peuvent en tirer. Je ne dirais pas tout ce qui se passe dans le scénario, mais il se passe évidemment des choses assez tragiques. Et c'est un film poignant, c'est un film qui, euh, qui prend aux tripes et puis qui repose beaucoup sur ses comédiens, mais les comédiens sont à la hauteur. Et très bien mis en scène, vraiment, Shaka King, je sais pas, je crois que c'était son premier film, j'espère qu'il en fera d'autres. C'est vraiment Ok. très moderne, c'est très esthétique, c'est très beau. Mm. Et vraiment une révélation. La BO est aussi vachement cool parce qu'en fait, euh, il y a quand même une musique qui revient à deux moments dans le film, mais le concept, ça a été un petit peu comme pour d'autres films. J'ai pas d'exemple américain, mais je sais qu'en France, on a pas mal fait ça. La haine, c'était ça, Ma cité va craquer. Il y a eu des morceaux inspirés par le film, qui sont pas dans le film, mais qui ont fait une BO à part après le film. Ok. Euh, et là, c'est à nouveau le cas. Et c'est vraiment la fine fleur du rap américain. Euh, et à part Kendrick Lamar, il y a vraiment tous les grands noms du rap noir au sens propre américain. Il y a Jay-Z, il y a Nas, il y a Nipsey Hussle qui est décédé il y a quelques mois, mais il y a un morceau de lui sur l'album. C'est un grand album de rap, donc ça aussi c'est très cool à écouter. Donc Judas and the Black Messiah, qui vient de sortir en VOD, je crois qu'il est sur MyCanal par exemple. N'hésitez pas à regarder. Yes, trop cool. Est-ce que tu as une série à nous conseiller? J'ai bientôt avoir fait le tour de mes séries parce que j'en vois très peu. L'attaque des Titans. Euh, Bah en vrai, ouais, c'est vrai que c'est compliqué moi parce que du coup je regarde très peu de séries donc c'est très très compliqué. J'ai parlé de Doctor Who, j'ai parlé de Stranger Things. Bah j'ai parlé de Game of Thrones. Du coup, Ouais. bah je pense que je vais parler d'Umbrella Academy parce que c'est aussi une très bonne série que j'adore. Mhm. Je sais pas pourquoi je fais le signe de Joula à chaque fois. Euh, Mais Umbrella Academy du coup, de quoi? Yoshi Joule. Julshi. Euh, du coup, Umbrella Academy, je vous dis, c'est un peu, je vais être tout à fait franc, c'est un peu par défaut parce que je regarde très peu de séries. Déjà que j'ai pas le temps de me mettre, de regarder des films, donc des séries, bien sûr que j'en regarde très peu, encore moins. Et que de base, je suis pas trop série, je suis plus film. Mais oui, Umbrella Academy, c'est une des rares séries à laquelle j'ai accroché. Et que du coup, j'ai regardé les deux saisons, deux premières saisons. Et c'était très très cool. La première, en fait, c'est pas la meilleure série du monde, loin de là. Il y a aussi des défauts, tout ça, mais globalement, si tu rentres dans l'univers, tu te prends au jeu. Les acteurs sont très bons. Il y a l'acteur qui joue. Je sais pas, Louis, t'as vu Umbrella Academy, toi? Ouais, Yes. Tu vois, du coup, l'acteur qui joue le petit qui voyage dans le temps, je le trouve phénoménal. excellent. Très Ah, on prometteur. est d'accord. Je Mm. le trouve phénoménal. Ah, il a une présence Rien que pour dingue. lui, regardez cette série, rien que pour lui, il est drôle, il est incroyable. Et puis même, tout le monde, il y a Ellen Page, du coup, il y a... enfin, je connais pas les autres noms d'acteurs, mais ils sont tous vraiment très très bons en tant qu'acteurs. Le scénario est vraiment très bon également. Enfin, voilà, très bonne série. Voilà, c'est pas la meilleure série du monde, mais très bonne série, tout simplement. Bah, c'est un bon choix. C'est un très bon choix. Yes! Ouais, c'est sur Netflix.
Voilà. Oui, oui, bien sûr, j'ai oublié de le préciser, c'est sur Netflix, effectivement. Alors, je me permettrai un petit raccord un peu tordu, mais tu vas voir où je vais en venir. Tu parlais donc d'Ellen Page devenue Elliot Page là récemment. Bien sûr. Euh, elle devait jouer dans ce qui est devenu la série que j'ai choisie, à savoir Le Jeu de la Dame. Oui. En fait, ce projet-là, c'est un projet de longue date. Je fais un petit retour en contexte, après j'en parlerai un peu plus concrètement. Un des deux showrunners, donc qui s'appelle Alan Scott, avait acquis les droits du livre originel dès 91. Il avait déjà eu un projet mais qui n'avait pas abouti. Puis il avait relancé le projet en 2007 et pensait confier la réalisation à Heath Ledger, qui était intéressé. Heath Ledger voulait faire tourner donc Elliot Page à l'époque. Malheureusement, Heath Ledger est donc décédé début 2008. Le projet est donc tombé à l'eau temporairement. Et il a été relancé par ce même showrunner, hein, euh, Alan Scott. Ok. Je regarde juste vite fait mes notes. Vas-y, vas-y, carrément. Oui, c'est ça. Je cherchais l'autre showrunner. Donc, tu as Alan Scott et Scott Frank, qui donc ont tous les deux développé cette série finalement en 2019. Scott Frank, c'est un nom assez connu, hein. C'est un scénariste, c'est le scénariste de beaucoup de films, dont Minority Report et Logan. Donc c'est quand même du lourd. Ouais. C'est quand même solide. Et donc, ce qui devait être fin 2000, un film un petit peu d'arrêt essai, finit par être une série, non pas avec Ellen Page, mais avec Anya Taylor-Joy. Et c'est pas plus mal, parce qu'en fait, Anya Taylor-Joy, elle a quand même un regard de dingue. Ouais. Et pour cette série, c'est parfait, parce que dans toutes les scènes donc de conflits ou de duels en fait aux échecs, Mm. tout va passer par ses yeux et son regard, et c'est assez impressionnant. Yes. Donc, cette série, c'est très rapide à présenter, hein. Donc, on suit une petite fille de 8 ans au début de la série qui va vite se passionner par les échecs grâce au concierge qui est dans son pensionnat, c'est une orpheline. Et on suit son parcours jusqu'à ses 22 ans, et où elle devient championne d'échecs. Euh, c'est vraiment la série que j'ai le plus apprécié regarder depuis très longtemps. C'est assez fascinant déjà parce que le personnage est très riche. C'est un personnage complexe, un peu autodestructeur, qui a donc une grande présence par le charisme naturel d'Anya Taylor-Joy, la Mm. comédienne. Ouais. Et au-delà de ça, c'est une série dont la réalisation est brillante, le montage où on voit très souvent les projections mentales que se fait le personnage de l'échiquier, elle le visualise sur le plafond, elle s'imagine les mouvements qui peuvent être faits. C'est très abouti, c'est très agréable à regarder pour le spectateur. Donc c'est très brillant. Il y a aussi une dimension politique assez cool, évidemment, puisque c'est une Américaine et qu'elle va devoir aller en Russie pour, euh, pour gagner les tournois d'échecs. Dans le contexte des années 60 de guerre froide, c'est très intéressant à aborder, évidemment. Ouais. La BO est très cool, hein, des bons morceaux des années 60, donc c'est toujours très agréable. C'est très bien écrit, les couleurs sont belles. J'ai entendu quelques critiques comme quoi c'était un peu trop désaturé, mais je trouve ça assez logique, finalement, quand tu fais une série qui se situe dans les années 60. C'est les couleurs désaturées sont plus logiques, tu vois. Mm. C'est comme la série Mad Men, il y avait la même chose, mais justement parce que tu t'imprègnes plus facilement de l'époque et tu crois plus facilement en l'époque si les couleurs sont moins vives, quoi. C'est assez logique. Bien sûr. Donc non, vraiment une très très bonne série, très bien écrite, très bien réalisée et magnifiquement interprétée. Les chiffres autour de la série sont assez fous, hein. Je ne sais pas si tu as vu, c'est le Ah, j'ai meilleur. vu. L'engouement est incroyable. Tout le monde, L'engouement est toutes les personnes incroyable. qui ont rejoué aux échecs avec cette série, Exactement. c'est incroyable. Exactement. Il y a une augmentation, je crois, de 250% sur le site de chess.com. C'est hallucinant.
Il y a fin 2020, il y avait 62 millions d'inscrits, je crois, sur le site en tout. Et, Oh. mais en même temps, c'est assez logique parce que quand tu suis la série, tu es intrigué par les échecs, parce qu'ils ont fait ça très sérieusement, hein. Il y a eu Kasparov qui a assisté au développement de la série, donc un grand champion d'échecs qui a vérifié si tout était logique. Donc même pour un mec qui s'y connaît en échecs, il appréciera il appréciera le spectacle autant qu'un novice parce que c'est vulgarisé. Donc ça D'accord. marche très bien. Ok. Et, euh, et ouais, les chiffres sont assez dingues et la série en elle-même est un carton de fou. C'est le meilleur démarrage de Netflix. Je crois que c'est 62 millions en 4 semaines. Euh, c'est pas Ouais. la série la plus vue, a priori. C'est Mm. sous le Lupin et de deux, trois autres séries, mais à voir sur le long terme ce que ça va donner. Mais Ouais. c'est une des séries les plus vues et c'est cool, c'est amplement mérité. Yes, c'est cool. Donc voilà, le jeu de la dame sur Netflix. Yes, en plus j'ai rejoué, alors rien à voir avec la série parce que c'était vraiment, ça fait depuis très longtemps que je voulais rejouer au... J'ai pas vu la série perso, et j'ai rejoué aux échecs là, au jeu d'échecs il y a pas longtemps, et j'ai gagné 2 fois, la troisième partie je me suis fait soulever, j'ai pris un pion, c'est simple, j'ai pris un pion, voilà, j'ai pris un Ouais, pion. c'est faiblard, C'était- c'est faiblard. C'est très faiblard, mais c'est très très bien les échecs. C'est un jeu où, je trouve, au-delà de ça, on en a terriblement besoin et c'est très cool que les gens se repassionnent pour les échecs parce qu'en fait, c'est vraiment un jeu qui, dans notre contexte actuel où on ne prend plus le temps de s'ennuyer, de réfléchir, de prendre notre temps, où Mm. tout est immédiat. En fait, les échecs, c'est vraiment quelque chose qui se joue très lentement. Tu es obligé de prendre du temps pour réfléchir, tu es obligé de rester calme, tu es obligé de tout analyser et je pense que ça change beaucoup de choses, beaucoup de paradigmes voilà, dans les mentalités actuelles et c'est très cool. Cet engouement est vraiment très cool. Ouais, totalement Voilà. d'accord. Yes. Et Si je très peux me permettre abordable juste du coup aujourd'hui. Vas-y, oui. Non, j'allais juste te dire, t'es peut-être un peu mal cadré. Faudrait peut-être que Ouais. tu remontes un petit peu l'ordinateur, on ne voit pas tes yeux des fois, voilà. C'est tout Ok. simplement. Je voulais pas te couper en disant ça, mais voilà. T'as bien fait, ça aurait été insupportable. Est-ce que tu as une Exactement. Est-ce que tu aurais un conseil musical à nous donner? Bah écoute, j'ai décidé aujourd'hui de parler de Taylor Swift. Shake it off. Yes! You J'ai should oublié. know. Non, mais en vrai, parce que voilà, bon, pour les gens, ils vont pas comprendre. C'est un gros délire entre nous parce que je vais être honnête et j'assume tous mes goûts musicaux. Et j'aime beaucoup cette chanson. Je suis honnête. En fait, c'est une chanson qui me fait bouger, en fait, qui me met de bonne humeur. Tu Hmm, vois, je peux l'écouter dès le matin, ça me met de bonne humeur. Je suis bien, tu vois. yes. Mais en soi, bien sûr que qualitativement parlant, il y a tellement mieux, bien sûr. Mais c'est un peu ma petite Madeleine de Proust, mon petit péché mignon, mon petit truc où je sais que c'est pas ouf, tu vois. Je sais que si on traduit par exemple les paroles en français, ça doit être immonde. Mais je danse comme un dingue quand j'écoute et ça me met dans un mood de fou. Donc voilà. Shake It Off de Taylor Swift. Je pense que c'est une chanson qui est pas incroyable, loin de là, mais c'est le genre de musique qui fait pas de mal, tu vois. C'est pas Ouais, comme Black M un Black M avec son Madame Pavoshko qui va demander, enfin qui va inciter les gens à aller tirer dans les écoles et à aller foutre le feu, tu vois. C'est pas comme ouais. Black M, c'est une chanson, ça fait pas de mal, tu l'entends, tu bouges ton boule et t'es bien, quoi. Voilà. Bon, Ah, si on bouge la le petite, boule, on sait que c'est pas mal. exactement. Yes, bon, la petite balle J'invite perdue pour les Black gens M, bien entendu. j'invite les gens à regarder Modern Bromance, bien sûr, où il y a une séquence cultissime où tu bouges tes fesses sur du Taylor Swift avec un caleçon Pikachu pendant 3 minutes. Ah, c'est Incroyable, légendaire. incroyable. Et oui, effectivement, effectivement. Allez voir Modern Bromance, je sais plus c'est dans quelle saison. Mais allez tout C'est voir de la Modern première. Bromance, vous la trouverez. La première, Ouais, mais ouais. regardez tout. Voilà, regardez tout. Commencez pas à Exactement. tergiverser, comme dirait Ahmad. Voilà. Ah, purée. Et Eh toi, ben, du coup? écoute, moi, je vais faire un bond en arrière, hein. On inverse, hein. Toi, c'est film à l'ancienne, moi, c'est film récent. Toi, c'est musique récente, moi, c'est musique à l'ancienne. Pour une fois, je ne vais pas parler de rap,
Je vais parler d'un artiste que j'aime énormément, enfin qui est décédé il y a quelques années, mais que j'aime énormément, qui s'appelle Prince. Je le sais, je m'en doutais. C'est vrai? Ah, Ah non, mais oui, quand c'est t'as vrai. dit C'est assez direct, quand t'as dit. Je sais pas, je m'en suis douté. Ouais, qui est un de mes chanteurs préférés, qui est mon musicien préféré. Autodidacte absolument fabuleux. Et une chanson en particulier, même si je pourrais en prendre 10 000, Like a Mac ou plein d'autres. Mais je voudrais parler de Ed, qui est une de mes préférées, que je réécoute avec plaisir en ce moment, qui est sur l'album Dirty Mind et qui donc date de 1980. Et pour moi, c'est une des chansons où on a déjà, alors qu'on est assez tôt hein, dans la discographie de Prince, on a déjà l'aboutissement de tout ce qu'il sait faire, la grande richesse musicale, les espèces de contrepoints où au début tu te dis bon bah c'est juste un morceau pop dansant et puis en plein milieu tu as des instruments qui n'ont rien à voir qui débarquent et tu kiffes. C'est vraiment la recette Prince dans ce qu'elle sait faire de mieux. Yes. Donc voilà, Ed, la Putain. tête en anglais de Prince, Yes, la légende. bien sûr, clairement. Est-ce que tu aurais une vidéo, une chaîne YouTube, une chaîne Twitch, une chaîne Instagram, un Minitel peut-être à nous conseiller? Écoute, j'ai j'ai un blog Skyrock à proposer. Non, alors je voulais parler de Cyrus North de base, mais il attendra la semaine prochaine. Mais Ah, il attendra la semaine prochaine. bon, c'est bien. Parce qu'en attendant, il y a une vidéo qui est sortie Je vais retrouver. Oui, vas-y. Est-ce que ça va être la dernière vidéo de Mister JD? Non, Oh, tu me mais sauves, elle y passera. Elle y bien sûr. passera. Mais je pense dans 2 semaines. Je voulais parler vraiment de Cyrus North avant et de base, voilà, bien sûr. Mister JD, je m'y attends. Attends, petit aparté. Mister JD, c'est le seul gars. T'attends, t'as pas de vidéo de lui Ah pendant 6 non! mois. Ah non! Bah oui, non mais ouais, non mais c'est ouf! Et t'as Ah une non, mon vidéo qui frère! pop d'1 heure! Une vidéo de plus d'1 heure qui pop et tu te dis pas putain 1 heure ça me fait chier, tu te dis waouh! C'est trop bien! Et du coup, non, mais bien sûr, il va y passer, hein. Mister JD, il va y passer, le meilleur youtubeur de l'histoire, allez le voir. Voilà. Mais bien sûr. Mais je suis obligé de parler de cette vidéo, de partager, c'est sympa. Donc c'est une chaîne YouTube. Et du coup, je l'ai là. Sommes-nous encore libres? Je confronte Facebook. Ah non, plutôt comment c'est écrit. Pardon. Sommes-nous encore libres? Je confronte Facebook. Voilà. Ah, j'adore. C'est une vidéo qui parle d'un thème qui me touche beaucoup en ce moment et depuis quelques semaines, quelques même mois maintenant. C'est l'addiction au smartphone et notre utilisation du smartphone. Et je trouve que c'est ultra bien traité dans cette vidéo. C'est pas forcément moralisateur, mais en même temps, ça montre que on devrait peut-être repenser notre manière d'utiliser le smartphone. Et je trouve, enfin, la réalisation est incroyable. Je trouve que le gars, je sais plus comment s'appelle le gars. Je sais que la chaîne, c'est partagé, c'est sympa, mais je ne sais plus comment s'appelle le gars. Ok. Mais je trouve que c'est un orateur assez incroyable. Enfin, personnellement, il me fédère vraiment, il me fédère beaucoup. Et puis, non, même, il y a vraiment, le tout est super bien organisé. Il dit des trucs très sensés. Il a fait aussi comme moi. J'ai fait il y a quelques semaines une cure de smartphone. Et déjà, je me rends compte que je suis retombé dedans. Je suis retombé dans les smartphones et du coup, c'est horrible. C'est Ok. assez horrible. Et surtout, il dit un truc qui est vrai et que j'ai remarqué aussi. Il dit quand tu arrêtes d'utiliser ton téléphone et que tu t'ouvres au monde, la chose qui te frappe en premier, c'est que tout le monde est sur son smartphone. Et Bien sûr. c'est tellement vrai. C'est ouf, mais c'est tellement vrai. Quand Mm. j'ai arrêté d'utiliser mon smartphone, du coup, les réseaux sociaux, moi, c'était surtout une cure de réseaux sociaux, mais indubitablement, c'était une cure de smartphone parce que l'utilisation des réseaux sociaux, c'est l'essence même maintenant d'un smartphone. Ce sont plus les appels ni les SMS, ce sont les réseaux sociaux. Donc, indubitablement, je faisais une cure de mon smartphone. Et des fois, dans le métro ou dans les bus ou même en marchant, j'avais pas mon smartphone et je me rendais compte que tout le monde, même avec leurs enfants, même en couple, des fois, ils étaient comme ça sur un smartphone et
ça me frappait un peu, voilà, ça mettait un peu la puce à l'oreille en disant waouh, 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 c'est un peu chaud. Et là, je reprends je me revoue, enfin, je me rends vraiment compte que je réutilise mon smartphone de manière démesurée et c'est ouf. Enfin voilà, donc allez voir cette vidéo. Il l'expliquera beaucoup mieux que moi, sans côté moralisateur, parce que c'est important. Il faut pas être moralisateur, c'est juste, il faut se rendre compte il faut sensibiliser et prendre ses précautions et prévenir surtout. Surtout au niveau de la jeunesse actuellement, parce que je trouve que c'est une catastrophe, l'utilisation du smartphone chez notre jeunesse. Mm. Et du coup, allez voir cette vidéo, voilà, tout simplement, et je vous la conseille fortement. Ok. Bah écoute, j'irai la voir, moi, parce que tu m'as bien intrigué. Je l'ai commencé hier soir, mais je ne l'ai pas regardé en entier encore. Et ça a l'air vraiment Yes. excellent. Ouais, et toi du coup? Alors écoute, moi, je vais parler de la série de vidéos qu'a fait Arte Cinéma il y a 2 3 ans, qui sont ce qu'ils ont appelé les leçons de cinéma, qui sont un petit peu des masterclass faites à l'issue de projections à la Cinémathèque, interviewées par des gens de la Cinémathèque. Il y a donc des grandes stars du cinéma qui ont été reçues et interrogées soit sur leur carrière, soit plutôt sur le film qui était projeté et le contexte de tournage, l'après-prod, etc. Mm. Et j'en ai vu 3 récemment que j'ai trouvé excellents, mais chacun à leur manière en fait. Il y a donc la leçon de cinéma de Palma. De Palma, est-ce qu'on le présente? C'est un des plus grands réalisateurs américains, hein, le réalisateur des Incorruptibles, de Scarface, de L'Impasse, du premier Mission Impossible et de plein d'autres grands films, Carrie et j'en passe. Mm. Qui est très émouvant dans cette projection-là. C'est la projection du film Outrage, qui est un film peu connu, mais vraiment brillantissime De Palma. Un film sublime avec Michael J. Fox, qui est dans un rôle complètement à contre-emploi. Il faut vraiment voir Outrage, c'est incroyable. Et il est très ému au début de ce film-là, il a les larmes aux yeux, parce que c'est un film très dur. Et tout le long de l'interview, il essaye lui-même de se dépêtrer de ce truc-là avec des pirouettes comiques à certaines questions ou un faux ego déplacé. Parce que je pense que De Palma, contrairement à ce qu'on a souvent dit, est pas quelqu'un d'égocentré, mais quelqu'un qui projette un peu cette vision-là Mm. pour amuser la galerie plus qu'autre chose, tu vois. Ouais. Donc celui de Palma est excellent. Il y a aussi celui de Malcolm McDowell, l'acteur principal d'Orange Mécanique, qui est extrêmement drôle dans cette interview-là, pardon. Mm. Et également celle de Wes Anderson, euh, où il parle beaucoup de ses inspirations françaises. C'est quelqu'un qui a été inspiré un petit peu par Truffaut, un petit peu par Godard, entre autres, ce qui est assez surprenant quand on voit son cinéma, mais du coup c'est amusant de savoir un peu plus pourquoi. Mm. Donc Wes Anderson, un réalisateur récemment de L'île aux chiens et quels sont les autres films connus qu'il a fait, La famille Tannenbaum avec Ben Stiller, qui est très bien. Mm. Donc vraiment, c'est des très bonnes interviews, un peu plus d'1 heure à chaque fois pour les cinéphiles. C'est vraiment chaud de recommandations à faire. Yes, trop cool. Alors, est-ce que tu aurais un livre dont tu aimerais nous parler? Écoute, bien sûr, genre les gars, ils commencent tout le temps, bien sûr. Non, j'ai un livre, du coup, c'est un livre de développement personnel qui m'a beaucoup marqué, que j'ai pas ici, je peux pas vous le montrer. Euh, du coup, c'est un livre qui. T'es parti chercher ton petit livre en scred. Ouais, bien sûr. T'as bien raison. Et moi, je peux pas vous le montrer du coup parce que je l'ai prêté à Thibaut, d'ailleurs. D'accord. Et ouais, et c'est un livre en fait, c'est un livre qui s'appelle Les 7 habitudes de ceux qui réussissent, tous ceux qui entreprennent. Et je n'ai plus son nom. Euh, mais du coup, je vais le retrouver pendant que j'en parle. C'est un livre vraiment qui m'a beaucoup marqué dans un moment où j'en avais vraiment besoin. C'est-à-dire un moment où je me rendais compte que j'avais envie de changer, mais que j'avais pas encore. Voilà, Stephen Covey. Stephen Covey. Et en fait, c'est vraiment un livre qui te parle de cette habitude à entreprendre pour vraiment réussir dans ta vie, pour vraiment progresser et changer. Et effectivement, si tu les fais, ces habitudes sont vraiment incroyables et te marquent.
il y a notamment cette habitude, ce tableau, en gros, il explique, et c'est pas lui qui l'invente, hein. Il prend aussi plein de trucs, plein d'études, tout ça. Et il prend notamment l'exemple d'un tableau qui fait, en fait, c'est un truc tout simple, mais comment je vais essayer de bien l'expliquer parce que c'est très compliqué. Je pense qu'il faut le lire pour comprendre, mais c'est un tableau en fait qui régit un peu notre vie en fait, où il montre que notre vie est un peu enfermée. Il y a 4 domaines distincts. Il y a ce qui est urgent et important, ce qui est urgent mais pas important, ce qui est pas urgent mais important, et ce qui n'est pas urgent et pas important. Et il nous montre que nous, on a tendance à se focaliser sur la 4e étape, ce qui n'est pas important et pas urgent, tu vois. Par exemple, on va avoir un appel d'un ami, on va prendre cet appel, mais ça va pas changer notre vie d'un point de vue professionnel. Plutôt que d'envoyer des mails, tout ça. Et il dit vraiment, il faut réussir à se focaliser sur ce qui est important et urgent, mais surtout sur ce qui est important mais pas urgent. Parce que comme ça, ce qui est important mais pas urgent, ben, tu le fais tout de suite et ça va pas devenir urgent plus tard. Tu vois, ça restera important, tu l'auras fait, mais ça ne deviendra pas urgent. Par exemple, si tu as une deadline sur tes devoirs, par exemple, pour ceux qui sont étudiants ou sur un truc à rendre, un projet à rendre, fais-le tout de suite, comme ça au moins tu vas pas te retrouver la veille à devoir le travailler en vitesse et le bâcler, tu vois. Donc c'est très vague, je pense, comment je l'explique. Il faut vraiment le lire et comprendre ce. Je retrouverai le nom et le tableau. Je pense que ce serait plus simple de l'expliquer avec le tableau. Donc je retrouverai le nom de ça. Oh putain, j'ai du mal. Tout ça Mais pour du une coup, phrase voilà. qui n'est pas vraiment française en plus. Hein. De quoi? Tout ça pour une phrase qui est même pas française. C'est vraiment. Ça valait pas le coup. Ça valait pas le coup du tout. Mais voilà, bon, moi j'ai eu le mérite de tenter. Mais voilà, vraiment le livre, je peux pas l'expliquer, il m'a marqué de manière très personnelle et lisez-le. Et de manière générale, développez votre personnalité, lisez les livres, des livres de développement personnel, même si c'est parfois très dur et très lourd à lire. Mais aussi regardez des vidéos YouTube, regardez des conférences, écoutez des philosophes. Il y a Frédéric Lenoir qui est incroyable pour ça. Mm. Voilà, écoutez du Frédéric Lenoir. En ce moment, je me refais plein de conférences de lui et c'est incroyable, excellent. Donc voilà, je vous conseille que ce genre de livre. Et là, c'était vraiment le livre qui m'a le plus marqué. Donc voilà. Et toi? Alors moi, ce sera un livre de sociologie. C'est un livre de Bernard Lahire, La culture des individus, que j'ai juste ici, que j'ai été chercher en scred effectivement tout à l'heure. Euh, En fait, ce sont des enquêtes donc sociologiques faites entre 2000 et 2004 qui dressent des portraits d'individus au profil culturel, socio-culturel très variés et qui présentent donc les disparités culturelles qui peuvent être liées et parfois qui ne le sont pas du tout au milieu social, au milieu familial, aux relations amicales, aux relations professionnelles et qui présente donc toutes les possibilités culturelles, d'influence ou de légitimité culturelle qu'on peut avoir au-delà des clichés. C'est très intéressant parce que c'est extrêmement documenté, parce qu'il a interrogé et donc fait le portrait de dizaines et de dizaines de personnes. C'est un sacré pavé, hein. C'est 800 pages et c'est écrit très petit. Donc ça fait un moment que je suis sur le bail, mais c'est vraiment cool à lire. Yes. On visualise bien les gens. En plus, ça, c'est un truc qui m'amuse toujours. Tu sais, quand tu as plein de portraits de faits, tu visualises un petit peu à quoi ils peuvent ressembler. C'est assez ludique à faire. Mm. Euh, non, bah, c'est très intelligent. C'est plein d'idées, plein d'idées de comment est-ce qu'on peut se forger notre culture. Est-ce que c'est vraiment que de l'influence ou est-ce que c'est quand même un petit peu de la réflexion personnelle ou des goûts que tu te fais à partir de ce qu'on t'a conseillé ou de ce que tu as préféré consommer par toi-même. Il y a beaucoup de moments où il s'inspire d'ailleurs de ce qui a déjà été écrit aux États-Unis ou en France par Pierre Bourdieu ou d'autres. Et il y a des formules qui sont assez intéressantes. Il y a notamment un moment où il dit qu'il y a une relation très forte qui se fait entre ceux que vous connaissez, c'est eux, et ceux que vous connaissez, c'est EUX. Euh,
effectivement, ce que tu connais, c'est assez souvent influencé par ce qu'on t'a conseillé. Ça peut être quelqu'un qui t'a conseillé une série et tu t'es dit ah ouais, effectivement, ça aurait été con de passer à côté. Ouais. Donc c'est un petit peu tous ces profils-là. En plus, c'est assez rigolo parce que ça a été fait au début des années 2000. Donc tu as plein de gens qui parlent du Big Deal. Et là, je me rends compte qu'en 5 reconfinements, on n'avait toujours pas parlé de Vincent Lagaffe. Il faut quand même placer une dédicace à Vincent Lagaffe à un moment donné. Bien sûr. Mais Bon, un jour, à un moment, le je pauvre, parlerai du Baltrag. ah, bien À un sûr, le moment, pauvre, je il prend parlerai du extrêmement Baltrag. cher, hein. Il prend D'accord? extrêmement cher. C'est là que tu te rends compte que le Big Deal, c'est l'équivalent de TPMP aujourd'hui. C'est vraiment l'émission que presque tout le monde dit que c'est éclaté, que c'est débilisant comme pas possible. C'est vraiment le truc où même les profils de culture pas très légitimes qui regardent beaucoup la télé et tout, très souvent, ils sont là. Le Big Deal, c'est insupportable. Ça m'a fait beaucoup rire. Ah, purée. Bon, bah écoute, on a fait le tour. Est-ce que Bramar, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu aurais Eh, une citation à nous conseiller? oui, Enfin, je à nous vais la dire en retrouver. fait. Du coup. Oui, ben, parce que j'en cherchais une, du coup. Et j'en ai trouvé une d'un certain. Alors, un homme qui n'est pas forcément trop connu, qui s'appelle Socrate. Je Ah connais non, pas du tout. non, non, je vois. C'est le Je- rapport de 93. Ouais, Ouais. exactement. Voilà, Socrate. Socrate. Ouais. Yes. Exactement. Et qui dit, tenez-vous bien, sors le cross-volet, même si la roue est voilée. Ah, c'est habile, hein. C'est habile, tu peux le lire de plusieurs manières et tout. C'est. Oh la vache. Ah, c'est. Waouh. Oh, waouh. Je me suis fait avoir par ma propre blague. Waouh. Ah non, Incroyable. Oui, non, mais ça rire nerveux parce que ça me prend au trip. T'imagines comment c'est chialé. Non, allez, sérieusement, parce qu'en plus, c'est une citation quand même que j'aime beaucoup. Donc, c'est vraiment Socrate. Très sérieusement, c'est vraiment Socrate. Et qui dit, c'est très simple. Elle est peut-être, vous l'avez peut-être déjà entendue. Même toi, Louis, tu l'as peut-être déjà entendue parce qu'elle est. En tout cas, moi, c'est pas la première fois que je l'entends. Je l'ai retrouvée là et j'ai eu envie d'en parler parce que je trouve ça vraiment rempli de sens. Qui dit tout simplement, j'espère que c'est lui parce qu'en vrai, ma source, c'est une image Google. Qu'est-ce que c'est vraiment lui? Je sais pas. Je prends des pincettes qui dit la chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. Et je trouve ok. ça tellement vrai. La chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. Et je trouve ça tellement vrai parce que on est dans une époque pareille où on fustige l'erreur, où on a peur de l'erreur, de l'échec. Alors qu'en vrai, l'échec, si tu le prends comme un apprentissage, comme une progression, c'est pas un échec. C'est un échec si tu en fais quelque chose de pas très bien ensuite, si tu n'en fais pas quelque chose de constructif. Mais si tu tombes et que tu te relèves et que tu vas de l'avant, c'est pas un échec, c'est un apprentissage. Et je trouve ça vraiment véridique. Voilà, donc voilà. Tout simplement, je tenais à dire cette citation que j'ai trouvée vraiment remplie de sens et qui est, je trouve, importante à cette époque. Très bon choix. Très bon choix, bravo. Merci, merci. Alors là, par contre, t'as tout gâché, mais c'est pas grave. Merde. Vas-y, et toi, du coup? Alors moi, c'est une citation de Fred Hampton qui est présente justement à la fin du film Judas and the Black Messiah, parce que Fred Hampton, donc, c'est un leader des Black Panthers qui a réellement existé et qui est dépeint dans le film que j'ai présenté tout à l'heure. Ok. Et donc c'est la révolte ne naît pas d'individus, elle naît de leurs conditions. Ok. Effectivement. Qui Voilà. effectivement, pour un mec d'extrême gauche comme moi, est un petit peu parlant. Exactement. Eh ben écoute, Exactement. Et toi, effectivement, même pour. Je pense que ça peut parler à tout le monde parce que c'est. Bah oui, Enfin, ça, c'est c'est une pareil, c'est réalité rempli de sociale. sens. C'est une Oui, réalité sociale. c'est ça. Exactement. Et surtout, bah ouais, je pense que ça prend encore plus de sens quand tu vois le film. Et je trouve que c'est un choix très judicieux Sans avoir vu le film, je trouve que c'est un choix très judicieux de l'avoir placé à la. Oh!
de l'avoir placé à la fin du film, parce que oui, effectivement, c'est dans le contexte des Black Panthers, qui est un mouvement quand même social très, 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 très fort. Non, mais vas-y, vas-y. C'est, qui est voilà, qui est vraiment très rempli de sens, quoi, tout simplement. Tout simplement. Donc voilà. Excellent. Ok, c'est Voilà, tout simplement. Bah écoute, je te remercie pour tous ces produits téléachat que tu nous as montrés en fin de vidéo. Attends, attends, merde. Non, j'en ai plus, putain. Il en fait J'ai plus tomber rien sa de marrant caméra. à montrer. De quoi? T'en fais tomber ta caméra. Ah, yes, c'était Bah, cool. bah oui, bonne suite de confinement à toi. Merci. À toi aussi. Merci. Et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Allez voir des films. Ciao. À